mes chers Québécois, pour faire chier notre classe politique. Voici la liste des réalisations les plus notables de ce gouvernement mafieux. 1. L'enrichissement des amis du parti, bien sûr, et la corruption du système judiciaire au complet, pour assurer à leurs amis l'immunité devant la loi. 2. La collusion avec les syndicats pour la formation de réseaux d'extrémistes communistes et même religieux qui ont mandat de radicaliser les jeunes étudiants afin de les confronter ensuite à des réseaux extrémistes de droite, créés par les autres libéraux à Ottawa. Cette guerre libérale de 4 ans visait essentiellement à culpabiliser la nation québécoise, dans le seul but d'obtenir le vote de milliers d'immigrants, que ce parti fait entrer à la pelle au Québec. Le tout s'est soldé par une agression sauvage contre des Québécois par des groupes d'étudiants immigrants extrémistes, endoctrinés et formés à l'université Concordia, par des sectes religieuses terroristes sikhs, financées par le détournement des frais d'études de tous les étudiants. Pourquoi cette agression sauvage contre des Québécois? Parce qu'ils affichaient leur fierté nationale dans leur capitale. Aucune accusation par le gouvernement libéral, ni même un blâme contre ces organisations immigrantes racistes et terroristes. Et puis enfin, après 3 ans de cette campagne de haine libérale, de cette diffamation systémique contre la nation québécoise, de cette division et radicalisation dans les universités, un jeune étudiant déséquilibré et radicalisé de l'Université Laval assassine 6 membres d'une branche de cette nation islamiste, dont les partis libéraux dépendent du vote. 4 ans d'un gouvernement libéral pour installer une guerre d'identité ethnique au Québec. Et finalement, 3. Ce Parti libéral provincial, avec le Parti libéral fédéral de Justin Trudeau, ont jeté encore plus d'huile sur le feu de la radicalisation, en finançant ces groupes immigrants ouvertement racistes pour la création d'une campagne provinciale qui a servi à diffamer la nation québécoise, en l'accusant de pratiquer un racisme systémique. Des organisations fondées sur la race, la religion et la couleur de la peau, qui accusent les Québécois de racisme systémique. Ce serait drôle si le résultat n'aurait pas été aussi tragique. Voilà, mes amis, le véritable bilan des 4 ans de pouvoir de ce parti qui se dit libéral. Sa liberté, c'est celle de provoquer la division sociale. Voilà le rôle des partis libéraux dans tous les pays dominés par l'OTAN et qui cherchent à installer le chaos social partout en Occident. Diviser pour régner. Mais ne vous faites pas d'illusions, mes amis. Ne vous attendez surtout pas à ce que pendant cette campagne électorale, les autres partis trouveront le courage de dénoncer ce chaos social libéral. Si un des autres chefs, par désespoir, décidait de le faire, lisez par exemple, les merdias s'occuperaient de manipuler le sens de cette déclaration, lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. C'est ce qu'ils font tous maintenant. C'est devenu leur rôle premier. Les merdias sont maintenant les plus importants producteurs de fake news. Ça représente 80% de leurs articles. Le reste, c'est de la publicité locale, privée et publique. Tout le politique est filtré et manipulé pour servir l'agenda de la division sociale en Occident. Réprimer toutes les identités nationales ethniques en Occident. L'OTAN ne reconnaît plus que 2 types d'identités nationales, les identités religieuses et autochtones.
Vous pouvez être de la nation islamique, israélienne, autochtone, mais pas américaine, ni canadienne, ni québécoise. L'OTAN veut des pays multiculturels pour éviter les indépendances nationales des pays membres et bien sûr les risques d'accords avec d'autres pays. Les islamistes ont aussi leur pays islamiste. Les Juifs ont Israël, les Sikhs leur Punjab, etc. Les seules nations qui sont reconnues au sein de l'OTAN ont leur pays non multiculturel à l'extérieur de l'Occident. Les identités des nations occidentales sont maintenant réprimées et tous ceux qui s'en réclament sont accusés de racisme. Leur pays ne leur appartient plus. S'ils veulent une identité nationale, ils doivent se joindre à l'une des nations religieuses. Le nationalisme patriote est maintenant criminel en Occident, sauf s'il est immigrant. Pour imposer cette idéologie en Occident, il faut bien sûr que l'OTAN installe une dictature. Une dictature qui entretient une extrême gauche et une extrême droite. Une apparence de démocratie. Et cela exige donc d'avoir un contrôle total sur les médias. Il n'y a plus aucun média indépendant en Occident. Les médias indépendants sont systématiquement censurés grâce à la création d'un monopole sur le réseau Internet. Un monopole pourtant interdit par la Constitution américaine, rappelons-le. Le Québec ne souffre pas de racisme systémique, voyons, mais de censure systémique. Toutes les nouvelles de nature politique en Occident proviennent d'une seule et même source. C'est le réseau central de propagande de l'OTAN. Même les nouvelles qui ne sont pas de nature politique sont manipulées pour y introduire de la propagande politique au service de la division sociale. Vous en verrez plusieurs exemples dans mes prochaines vidéos. Le cœur de ce monopole est l'Associated Press aux États-Unis et la Press Association au Royaume-Uni. Ils furent créés juste après la Confédération de 1867 et en prévision de la Première Guerre mondiale. Eh oui, ça se prépare bien d'avance, les guerres. Ce sont ces deux centres qui coordonnent et distribuent la propagande au Canada par la branche canadienne Canadian Press. Celle-ci créée au début de la Deuxième Guerre mondiale. Le Québec étant francophone, il reçoit sa propagande de France. C'est la branche Agence France-Presse. C'est par des journalistes français en France que les Québécois sont informés sur ce qui se passe dans les autres provinces canadiennes. On ne s'étonne donc pas que tant de Québécois ignorent ce qui se passe dans le reste du Canada, et vice-versa. Division. Quelques rares médias au Canada refusent la propagande de Canadian Press. Une propagande à bon marché pourtant. Ces journaux canadiens préfèrent payer plus cher des journalistes maison pour leurs articles sur la politique canadienne. Mais achètent la propagande internationale de l'OTAN chez Associated Press, USA, et Press Association au Royaume-Uni. Ils préfèrent le coût plus élevé d'un journaliste de maison plutôt que s'abonner à Canadian Press. Pourquoi? Par souci d'indépendance en politique canadienne? Du tout. Les articles de leurs journalistes de maison respectent à la lettre la propagande de Canadian Press. Alors pourquoi? La réponse est Power Corporation. Eh oui, le journal La Presse au Québec se vante d'être maintenant un média public indépendant. Après avoir été abandonné par son ancien propriétaire, la famille Desmarais à la tête de Power Corporation, c'est-à-dire les grands financiers des partis libéral provincial et fédéral. Les Desmarais trouvaient que la presse
n'était plus assez rentable. Le journal lui faisait perdre trop d'argent. Mais quand on contrôle les partis libéraux, la solution, c'est facile. Power Corporation décide donc de se débarrasser de la presse. Oh mon Dieu! Power Corporation, qui abandonne son contrôle sur la propagande canadienne? Comment est-ce possible? Mais non. Power Corporation est depuis longtemps un des 3 plus importants actionnaires de Canadian Press. C'est Power Corporation qui dicte la propagande de l'OTAN au Canada. La presse se dit donc maintenant un organisme sans but lucratif, subventionné par l'État. On est maintenant un média indépendant. On est libre de démarrer. On va enfin mieux vous informer. Du tout. La presse publie la même propagande de Power Corporation, achète et diffuse les articles de Canadian Press. La seule différence maintenant est que ce sont les payeurs de taxes qui financent les pertes du journal de Power Corporation. Voilà pourquoi ces autres journaux canadiens ne s'abonnent pas à Canadian Press. Ils ne veulent pas financer un compétiteur. C'est donc par ce petit portrait du cartel médiatique occidental que j'ai cru bon de débuter ma série de commentaires vidéo. Car les fake news de ce cartel médiatique occidental sont en fait bien plus riches en informations que les discours vides des politiciens. Il suffit de les lire en commençant par la fin. C'est ce que je vais vous démontrer dans ma prochaine vidéo. À la prochaine. Moi, je considère que les Anglais qui sont restés parmi nous après la conquête, les Écossais, ceux qui sont venus des États-Unis dans la foulée de la Révolution américaine, les Irlandais qui sont venus chez nous, la communauté juive qui s'est installée très rapidement, ils ont tous contribué au patrimoine historique du Québec. Et c'est grâce à vous que le Canada, aujourd'hui, que 50% des Canadiens aussi voudraient une charte de la laïcité. Citoyens laïcs, ensemble! Citoyens laïcs, ensemble! Citoyens laïcs, ensemble! Allô. Écoutez, vous êtes mou. Quelle existence, on dirait une potence, mais quand on y repense... Cette marche fut organisée en désespoir de cause par Éric Debroise la journée avant l'élection du 7 avril 2014. Joseph Facal, 20 janvier 2018. Avant-hier, mon estimé collègue José Legault mettait les déboires du PQ sur le compte du virage identitaire amorcé sous Pauline Marois en 2007 et accentué par la Charte des valeurs en 2013. José Legault. Cloutier et Lisée ont des visions opposées sur l'orientation de leur parti. Le départ de M. Cloutier est un puissant révélateur d'une division réelle qui mine le parti et divise le mouvement souverainiste. Joseph Facal. Où sont les chiffres établissant que la Charte des valeurs causa la défaite du PQ en 2014? José Legault. Le problème est la mise de côté de la souveraineté et la défense de la langue française au profit d'un virage identitaire. José Legault nous joue son rôle de gauchiste national civique. Joseph Facal nous joue son rôle de droite nationale identitaire. Joseph Facal. Le PQ fut surtout défait par l'habileté du PLQ à faire croire à la population que le PQ préparait un référendum en cachette. La charte est dévoilée officiellement le 10 septembre 2013,
3 semaines avant les interrogatoires à la commission Charbonneau sur l'affaire des écoutes électroniques concernant la FTQ et qui se poursuivront pendant tout le mois d'octobre. Le PQ organise donc les grandes parades et manifestations pour détourner l'attention jusqu'à la fin d'octobre. Et le discours de Bernard Landry? Pas un mot sur la charte. Il va faire une critique contre l'identitaire québécois. Le Québec est multi-ethnique, chacun le sait. Se battre pour notre indépendance nationale, ça n'a plus rien à voir tellement avec le nationalisme. C'est un civisme planétaire. Non, monsieur Facal, pseudo-identitaire. Et qu'est-ce que prétend la pseudo-gauchiste José Legault? En 2013, à la tête d'un gouvernement minoritaire, Marois récidive avec sa charte des valeurs pour tenter de rivaliser avec la CAQ. Il s'est créé 2 clans au sein du PQ et du mouvement souverainiste. D'un côté, ceux pour qui la préservation de l'identité québécoise repose sur une laïcité à la française, identitaire. De l'autre, ceux pour qui elle repose sur une société pluraliste, de langue française et indépendante. José Legault nous dit, il s'est créé 2 clans. Non, José Legault. Le PQ a fabriqué 2 clans opposés. Et vous et Facal jouez les rôles de ces 2 faux clans, représentés dans ce colloque par Savard Tremblay et Bernard Landry. Une division entièrement fabriquée. Car il n'existe pas de laïcité identitaire en France. C'est Jean-François Lisée qui propose la solution. Comme je vous l'ai démontré dans la partie 2, Lisée est au service des institutions juives depuis longtemps. Avec son associé juive séfarade, Evelyn Abitbol, il a mandat de détruire cette charte de laïcité, ou alors d'y introduire au moins des clauses dérogatoires pour les institutions juives. Bien sûr, Bernard Drainville, qui est le responsable de cette charte, n'est pas content de cette intrusion de Lisée. Mais Pauline Marois est obligée d'accepter la proposition de Lisée, car la commission Charbonneau examinera aussi les magouilles des fonds d'intervention économique régionale. Les fameux fonds Fier Succès. Un programme gouvernemental de financement d'entreprises pour mousser et aider la création d'entreprises dans les régions. Le mari de Marois, Claude Blanchet, et ses amis Jerry Tarasovsky et Charles Sirois, le créateur de la CAQ. Bonjour, mon nom est François Legault. Bonjour, mon nom est Charles Sirois. Au cours des dernières heures, nous avons beaucoup entendu parler dans les médias que nous allions, Charles et moi, lancer un nouveau mouvement au Québec. Or, à voir les réactions, il semble y avoir beaucoup de Québécois qui ont envie de parler de nouvelles idées. Or, je vous confirme que lundi, nous allons, avec un groupe de personnes passionnées, lancer la Coalition pour l'avenir du Québec. Obtiennent quelques millions de dollars de ce programme pour la création d'une entreprise dont ils sont partenaires, iPerceptions. Or, ce Jerry Tarasovsky est nul autre que le fondateur de cette loge maçonnique juive B'nai B'rith à Côte-Saint-Luc, qui a accusé faussement et fait condamner le péquiste Yves Michaud en 2000 pour bloquer sa candidature dans Mercier. Marois est à la tête du PQ grâce à son mari, qui était partenaire avec Paul Desmarais dans Campo Construction dans les années 70. Elle fut utilisée pour permettre à Desmarais d'infiltrer le Parti québécois et de le contrôler de l'intérieur. Tout comme Lucien Bouchard, valet de Desmarais, a créé le Bloc québécois dans la même but. Donc, Jean-François Lisée tient Marois
par les couilles, si on peut dire. Il exige donc d'introduire des clauses dérogatoires dans la charte pour exclure les organisations juives de la laïcité. Et puisque les Juifs sont alliés des Anglos, faudra ajouter une dérogation pour les organisations anglicanes. Puisque l'Église catholique est elle-même laïque et a simplement suivi le désir des Québécois en se retirant elle-même, la nouvelle charte de l'Élysée ne vise plus que les musulmans. Le PQ modifie donc sa charte en mettant l'emphase sur le voile islamique. On y ajoute des clauses dérogatoires strictement réservées aux institutions juives et anglicanes. Une charte discriminatoire. Voilà ce qui sera une excellente campagne de diversion. Mais comment introduire de telles discriminations dans la charte sans provoquer des sentiments d'injustice chez les Québécois, qui alors vont la rejeter? Les Québécois ne sont pas des racistes. Bye bye l'unanimité québécoise de 80%. Ce sont les Québécois et même les péquistes qui seront divisés. Problème. Mais les amis à Kippa de Jean-François ont la solution. Il suffit de présenter une charte à la majorité québécoise et en présenter une autre aux minorités religieuses. Deux versions différentes de la charte. C'est possible? Oui, si on obtient la coopération du plus puissant empire médiatique au Québec, Québécois Média. Ainsi, le PQ organise un groupe religieux immigrants qui fera une campagne chez les groupes immigrants pour leur dévoiler des discriminations dans la charte. Moi, j'ai vu, je pose la question à Mme Abitbol, l'hôpital juif de Montréal. J'ai vu il y a 1 mois et demi, j'étais à l'hôpital juif de Montréal avec mon conjoint. Il y avait un médecin d'une 50aine d'années qui portait son signe religieux, une kippa. Est-ce que ce médecin-là, oui ou non, sera congédié? Eh bien non. L'hôpital juif peut prouver qu'il a un caractère... L'hôpital Jean Talon! Il a pas de L'hôpital caractère Jean religieux. Talon! Il était à l'hôpital Jean Talon. Bon, est-ce qu'il sera congédié, oui ou non? Oui, après un an. Et le médecin... Tandis que les campagnes de Bernard Dranville, devant les Québécois, ne feront mention d'aucune discrimination. La question du droit de retrait renouvelable. Il y a beaucoup de citoyens québécois qui nous ont dit « on n'aime pas cette idée-là ». On n'aime pas cette idée-là parce qu'elle risque de créer un régime, une laïcité à 2 vitesses. Alors, repensez-y. Et on y a repensé, on s'est engagé à écouter, on a écouté, et donc la clause de retrait renouvelable s'est transformée en clause de transition de 5 ans non renouvelable. Les médias anglophones dénonceront ces discriminations, tandis que Québécois Média n'en dira pas un mot et offrira donc toute sa puissance médiatique au PQ. C'est ainsi que la totalité des minorités immigrantes va passer dans le camp du Parti libéral et que les Québécois se verront accusés de racisme systémique. La zizanie est alors créée et elle va être poussée par les médias des 2 côtés pour la transformer en une véritable guerre. Autant le PLQ que le PQ profitent de ce plan, car les 2 partis veulent une diversion de la commission Charbonneau, car sont impliqués conjointement dans cette corruption. Ces 2 partis vont mousser la division et la haine en s'accusant mutuellement et en entretenant la confusion chez les Québécois quant à la vraie nature de cette charte. Comment est-il possible que Pierre-Carl Péladeau, se disant pourtant patriote québécois, ait accepté de prêter son empire médiatique
au service d'un tel projet diabolique. Faisons donc un court portrait de Pierre Carl. L'empire médiatique dont il a hérité, à la mort de son père en 1997, est entièrement sous la botte du CRTC fédéral. Il a le pouvoir de lui refuser sa demande de licence de diffusion. Et si Québecor Média veut étendre son réseau, à l'extérieur du Québec par exemple, il doit donc être très gentil avec le gouvernement fédéral. Pas étonnant alors que Pierre Carl est indépendantiste. Indépendantiste pour des raisons d'affaires, bien sûr. Si le Québec devient indépendant, plus besoin de licence du CRTC. Et Québecor devient monopole d'un pays socialiste. Et oui, socialiste. Pierre Carl Péladeau a fait ses études en France pendant mai 68. Il a été endoctriné à la sauce mondialiste, tout comme le reste de la classe politique. Il est né Pierre Carl avec un C. Il va changer ce C pour un K, en l'honneur de Karl Marx. Par contre, Québecor Média a aussi besoin de contenu d'Hollywood pour les rediffusions traduites pour ses chaînes francophones sur sa filiale Vidéotron. Québecor ne peut pas produire tout le contenu que les Québécois demandent. Il doit donc acheter des droits de diffusion des produits peu coûteux de la grosse machine américaine. Autrement, les Québécois s'abonneront aux autres diffuseurs. Or, ce sont les Juifs qui sont en contrôle de la distribution du divertissement américain. PKP doit donc avoir de bons rapports avec les Juifs d'Hollywood. Les institutions juives veulent donc s'assurer qu'elles conserveront leur dérogation à la charte, advenant une élection majoritaire du PQ. C'est là qu'Evelyn Abitbol et Yakov Debroise sont introduits comme chaperons de surveillance de la charte et qui en deviendront les gestionnaires si jamais elle est adoptée. Une charte de laïcité sous contrôle juif? Pourquoi pas? L'immigration n'est-elle pas sous contrôle de la juive Kathleen Well? Dans l'épisode 2, on a vu les liens étroits entre Brian Mulroney et Lucien Bouchard, qui, sous les ordres du B'nai B'rith, a piétiné la démocratie québécoise avec l'affaire Michaud. Eh bien, c'est Brian Mulroney qui, depuis 1970, était l'avocat du père de Pierre Carl. À la mort du père, en 1997, c'est Mulroney, un fédéraliste endurci et futur premier ministre du Canada, qui s'occupe de la succession de l'Empire Québecor Média. Brian Mulroney prendra contrôle de Québecor en 1997 pour le remettre à Pierre Carl en 1998. Mulroney sera son conseiller sur tout et en contrôle de Québecor à la tête du conseil d'administration. PKP a donc comme chaperon un des hommes forts de Paul Desmarais, qui est aussi allié de Jean-François Lisée, qui place la juive Abitbol en charge de la campagne de la charte discriminatoire destinée aux immigrants, et place le juif Éric Yakov Debroise en charge de rassembler les groupes humanistes et le mouvement laïque québécois autour des vedettes de Québecor. Écoutez bien. Vidéo. Une loi pour la laïcité. 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 Pour la laïcité. Jeannette Bertrand, mesdames et messieurs. Merci Jeannette. Merci aux Jeannette. Aux Jeannot. Jeannot.
avec les jeunettes pour la laïcité. Rassemblement pour la laïcité d'être présent en aussi grand nombre. Aujourd'hui, les organisateurs de ce rassemblement désirent saluer aussi tous les signataires de la pétition qu'il a initiée. Et merci également à Éric Debroise et André Delcambre qui ont lancé l'idée de cette marche. Mes chers amis, nous pouvons enfin débuter notre voyage au cœur de ce réseau de radicalisation au service de la diversion et des institutions religieuses au Québec. Le juif Éric Yaakov Debroise, grand défenseur de l'État religieux d'Israël, quitte la France en 2008 pour venir étudier au Québec. Il a maintenant une maîtrise en sciences de l'information, la propagande, et est candidat à la maîtrise en histoire à l'Université de Montréal. Il publie régulièrement dans le Huffington Post et le Times of Israel. Debroise débute en fondant l'organisme Vigilance laïque Canada, calqué sur le modèle de Vigilance laïque de France, et obtient aussi la collaboration des deux vedettes de la propagande anti-islam en France, Caroline Fouret et Jamila Benhabib. Mais pour la première manifestation de vigilance laïque, Debroise fait l'erreur d'inviter le groupe d'extrême droite Pejida. Apprenant ça, Fouret et Benhabib, qui sont proches de la gauche, refusent de participer et font même retirer leur nom de la liste des supporters de vigilance laïque. Pejida aussi sent une arnaque et annonce son retrait de la manif. Hey, on ne pourra plus donner des cours de Sciences Po si on détruit l'arnaque gauche-droite, voyons. Cette petite erreur de Debroise est vite réparée par Evelyne Abitbol, qui présente aux novices Debroise la passerelle par laquelle on coordonne discrètement la gauche et la droite. C'est la Fondation humaniste du Québec pour la droite et l'Association humaniste du Québec pour la gauche. Ce sont deux branches de la American Humanist Association, créées dans les années 40 pour faire des mariages non religieux. Une église sans Dieu, avec des prêtres qui enseignent une morale et une idéologie sans Dieu. Mais depuis les années 70, cette organisation est sous contrôle de l'American Israel Public Affairs Committee, l'AIPAC, c'est-à-dire l'organisation qui coordonne les liens étroits entre les institutions juives et l'État américain. Et donc, le contraire de la laïcité. La Fondation et l'Association humaniste du Québec sont donc de fausses organisations laïques. La juive Evelyne Abitbol est très active depuis longtemps au sein de ces deux institutions frauduleuses, dont on a vu que Bissonnette avait des liens sur sa page Facebook. Faisons donc un court portrait de la juive marocaine Evelyne Abitbol et de cette section du réseau, dont elle a contrôle. Deux facteurs vont faire fuir la famille Abitbol au Canada en 1963. Premier facteur, l'indépendance du Maroc, qui était sous le protectorat de la France. Deuxième facteur, la création d'Israël en 1948. Les Juifs installés dans des pays qui sont sous domination d'un colonisateur se mettent toujours du côté du colonisateur. Donc, au cours des combats pour l'indépendance des Marocains, les organisations juives deviennent des cibles et beaucoup de Juifs seront tués. Dès la création d'Israël
par le premier groupe terroriste au monde, l'Irgun, dont le chef devient premier ministre. Ce groupe organise des actes terroristes dans les pays du Moyen-Orient pour faire fuir les Juifs vers Israël, afin d'en faire augmenter la trop petite population. Ces actes terroristes sont faits contre les Juifs marocains, en laissant des indices pour laisser croire que les responsables sont les indépendantistes du pays. Comme en Allemagne nazie, beaucoup de Juifs seront tués par les opérations des organisations juives pour les obliger à fuir en Israël. La moitié des Juifs ne veulent pas aller en Israël. La famille Abitbol réussit à fuir au Canada. Étant une famille juive pauvre, Ottawa les installe bien sûr au Québec, dans un des quartiers les plus pauvres de Montréal. Les autres provinces ne veulent pas de Juifs. Les parents pauvres d'Evelyn l'envoient étudier à l'école secondaire Baron Byng High School, qui fut financée par le riche Écossais Baron Byng et dirigée par la Commission scolaire protestante de Montréal. Mais écoutons Evelyn Abitbol nous raconter ça elle-même. Vidéo. Alors, je suis rentrée à l'école secondaire Baron Byng en septembre 1964 et j'ai été diplômée en 1969. C'était un quartier assez intéressant, mais tous les étudiants, tous les élèves, pardon, parce que c'est une école secondaire, tous les élèves qui venaient à Baron Byng venaient de différents quartiers de la ville. Ils n'habitaient pas le quartier autour de Baron Byng. C'était un quartier qui était principalement portugais, grec, plutôt anglophone, je crois. Et nous venions de tous les quartiers de la ville. Il y avait des gens qui venaient du boulevard Saint-Michel, qui venaient de Pineuf, comme il y en avait de Côte-des-Neiges, aussi bien que de La Salle, etc. Et nous étions donc cosmopolites. Alors, je dois vous dire que vous êtes au courant qu'il y avait la confessionnalisation des écoles autrefois et que dans les écoles catholiques de Montréal, la commission scolaire des écoles catholiques de Montréal, nous n'étions pas acceptés, nous qui étions d'autres religions, que ce soit juives, orthodoxes, protestants ou athées carrément. Alors, nous n'étions pas acceptés dans les écoles catholiques de Montréal et la commission des écoles protestantes, qui avait déjà un passé d'accueillir des immigrants, alors un passé d'accueillir des immigrants anglophones, a décidé à un moment donné d'ouvrir une section française. C'est faux. Et ce n'est pas par ignorance qu'Abitbol ment. Et écoutez comme elle insiste en répétant sa diffamation 2 fois. Et que dans les écoles catholiques de Montréal, la commission scolaire des écoles catholiques de Montréal, nous n'étions pas acceptés. Alors, nous n'étions pas acceptés dans les écoles catholiques de Montréal. Pas acceptés? Mais pour être accepté, faut demander. Depuis quand les Juifs demandent d'envoyer leurs enfants dans une école catholique? Cette diffamation insistante dévoile la haine profonde contre l'Église catholique que les Juifs enseignent à leurs enfants systématiquement. Et ce n'est pas tout. Dans sa diffamation, Evelyn Abitbol défend ceux qui les ont vraiment rejetés, c'est-à-dire les protestants. Et la commission des écoles protestantes, qui avait déjà un passé d'accueillir des immigrants. Voyons ensemble la vraie histoire. La section 93 de la Constitution canadienne de 1867 donne un droit exclusif de conservation patrimoniale à toutes les institutions à dénomination religieuse. C'est quoi une dénomination? C'est une institution qui porte le nom d'une confession religieuse précise. Par exemple, catholique, anglican, baptiste, mormon, luthérienne, orthodoxe. Il n'y a donc pas plus de juifs dans ces écoles à dénomination protestante.
Mais Abitbol veut faire croire aux Québécois que c'est seulement les institutions catholiques. Elle ne dit pas ces mensonges à ses amis anglicans, bien sûr. Protestant n'est pas une dénomination. Chrétien non plus. Ce sont des courants religieux. Le riche Écossais Baron Byng décide de financer la construction d'une école pour les quartiers pauvres de Montréal, une école sans dénomination, pas même protestante. Pourquoi? Parce que les écoles protestantes non dénominées sont envahies par les Juifs pauvres, qui ne payent pas les frais et qui exigent des accommodements pour leurs fêtes et des exemptions d'enseignement protestant. L'école Baron Byng est donc pour les pauvres Juifs qui formeront jusqu'à la fin des années 50 80% des élèves de cette école. Pour protéger les écoles protestantes non dénominées. Et ce n'est pas tout, mes chers Québécois. Cette diffamation d'Evelyn Abitbol, qui est aussi colportée par l'ensemble des Juifs au Québec, est rendue encore plus ignoble par son silence sur une autre institution religieuse qui refusait aussi ces Juifs pauvres de Montréal. Les écoles juives de Montréal. Oui, mes amis, il y avait des écoles juives, très bien financées par les très riches Juifs de Côte-Saint-Luc, qui sont toujours là aujourd'hui. Non seulement ces écoles juives refusaient ces Juifs pauvres pour éviter une baisse de qualité de leurs écoles, mais faisaient aussi campagne contre le désir de ces Juifs pauvres pour la création d'une commission scolaire juive pour partager les coûts entre tous les Juifs au Québec. Eh bien, mes amis québécois, c'est l'Église catholique qui va faire pression à Ottawa pour faire accepter une solution à la création de cette commission scolaire juive. Ce sont ces diffamateurs que le PQ choisit pour organiser ces fausses campagnes de laïcité. Le Parti québécois, en 1997, fait abolir le droit patrimonial de l'Église catholique dans la Constitution canadienne, pour le grand plaisir de ces organisations juives. Aujourd'hui même, en 2018, les riches Juifs de l'Ontario, qui ont aussi fait campagne pour faire abolir ce droit constitutionnel catholique dans cette province, décident maintenant de fermer les écoles juives qu'ils entretenaient depuis des années, car ils prévoyaient que la gauchiste Kathleen Wynne imiterait Pauline Marois. Malheureusement pour eux, les catholiques irlandais ontariens ont été très convaincants pour que la Kathleen Wynne y pense à 2 fois. J'ai hâte que les Québécois retrouvent aussi du courage pour adopter une franche laïcité au Québec et qu'on cesse de financer les écoles et les hôpitaux religieux de ces diffamateurs haineux dépourvus de morale. Vidéo. Alors, un passé d'accueillir des immigrants anglophones a décidé à un moment donné d'ouvrir une section française. La diffamation se poursuit. Abitbol entre à l'école en 1964. La déconfessionnalisation des écoles est faite. Le ministère de l'Éducation du Québec est une réalité. Et grâce à l'Église catholique, la commission scolaire juive est aussi une réalité. Et donc, l'école Baron Byng ne sert plus à sauver les écoles protestantes de l'arrivée des Juifs. Les Juifs pauvres ont leurs écoles. Mais alors pourquoi est-elle envoyée à Baron Byng?
parce qu'elle est une juive séfarade francophone. Elle fait partie des premiers immigrants juifs francophones, car comme on l'a vu tantôt, c'est la décolonisation française au Maroc. Les écoles juives au Québec sont toutes anglophones. Et les Juifs ne veulent pas financer des classes juives francophones. Les riches Juifs les dirigent à Baron Bing, qui est devenue essentiellement une école publique comme les autres, mais installée non pas dans un quartier ethnique, mais dans un milieu des quartiers ethniques les plus pauvres. C'est pourquoi elle est cosmopolite et qu'il y a des classes francophones pour les Québécois pauvres de ces quartiers. Les Juifs anglo-ashkénazes ont toujours considéré les Juifs séfarades francophones comme des inférieurs et des indésirables. Mais l'endoctrinement des enfants juifs, même séfarades, dans la haine de l'autre, est si profond qu'ils inventent des diffamations contre ceux qui les accueillent, afin de leur faire porter le blâme pour les saloperies des chefs de leur secte mafieuse et sataniste. Ces ordures n'ont pas de morale. C'est-à-dire la neutralité de l'État. Mais je vous entends déjà. Ah, tu exagères, God George. Abitbol ne fait que répéter l'histoire de son école, à la lumière de sa communauté, tout comme tu nous as présenté la version de l'Église catholique, sous l'œil des historiens québécois. Elle a été endoctrinée, comme tu dis. Elle croit la version de sa communauté. C'est pas un mensonge. Elle a été trompée. Eh ben non. L'histoire de l'école Baron Bing que je vous ai partagée ici, je l'ai prise en un seul endroit. Celui-ci. Le Museum of Jewish Montreal. Sa communauté. C'est un site web créé par un juif de Toronto de 26 ans, Zev Moses. Financé par le gouvernement du Canada, bien sûr. Le site est bilingue, mais pas pour toutes les pages. La page sur l'école Baron Bing est seulement en anglais, bien sûr. C'est la règle du Talmud. Le juif ne doit pas mentir aux juifs, mais peut mentir aux non-juifs. Abitbol la connaît très bien, l'histoire véritable de son école. Et donc, au sein du Parti québécois et des institutions humanistes, Evelyn Abitbol, au service de sa secte mafieuse, travaille contre la laïcité et a diffamé le patrimoine catholique québécois pour le remplacer par un patrimoine juif qui prendra contrôle de l'État du Québec avec les islamistes complices. Evelyn Abitbol est très active au sein des groupes humanistes. Voici deux de ses activités les plus importantes depuis que le Parti libéral a pris le pouvoir en 2003. Oui, dans le dos des Québécois, le Parti québécois et le Parti libéral sont des partenaires. La campagne contre la petite prière du maire Tremblay au Saguenay, ce sont ces groupes humanistes et la juive Abitbol qui l'ont organisée. On a fait croire aux Québécois que c'était une plainte de l'individu Alain Simoneau, qui venait de découvrir cette prière dans la ville. Alain Simoneau a 65 ans. Il ne vient pas de découvrir une prière au Saguenay. Il est un membre de la secte humaniste depuis longtemps. Il était déjà au mouvement laïque québécois, qui existe depuis les années 80, et dont le directeur était Daniel Baril. Et cette attaque contre cette prière
coïncide avec la création de la Fondation humaniste du Québec et de l'Association humaniste du Québec, deux branches de l'American Humanist Association. Daniel Baril, en 2004, juste après l'élection des libéraux de Charest, quitte le mouvement laïque pour diriger la Fondation humaniste, qui est, comme je vous l'ai dit, une branche de la secte américaine, sous contrôle juif. Le mouvement laïque québécois va maintenant servir de loge pour les femmes ou féministes. Exactement comme les loges pour les femmes au Grand Orient de France, c'est-à-dire la secte de Jemila Benhabib, dont je vais vous parler plus tard dans les prochaines parties. Exactement comme les balcons pour les femmes dans les mosquées et les synagogues. Eh oui, les femmes sont séparées des hommes dans les synagogues. Mais on vous parle seulement des femmes séparées dans les mosquées, hein? Pourquoi? Pour faire lever l'islamophobie. Polarisation. Alors, mes amis, cessez de tomber dans le piège. Pourquoi, depuis 1980, le mouvement laïque québécois a attendu jusqu'en 2004 pour faire cette guerre contre la prière au Saguenay? Parce qu'une poursuite, ça coûte cher. La communauté de Saguenay va défendre son patrimoine. Et elle l'a fait en collectant plus de 150 000 $ pour le maire Tremblay. Les campagnes du mouvement laïque québécois étaient inefficaces car les Québécois ne voulaient pas financer un mouvement contre leur patrimoine. Le mouvement laïque québécois n'avait donc pas les moyens. C'est pourquoi ils se vendent alors à la secte juive américaine des humanistes, qui va leur fournir le financement s'ils se montrent obéissants. Et puisque ce sont des francophones, c'est la juive séfarade Abitbol qui devient leur chaperon. Abitbol est déjà proche de ces réseaux humanistes par la branche canadienne-anglaise en Ontario. Pour organiser et financer les procès, la secte humaniste américaine a créé des Center for Inquiry, qui veut dire littéralement centre d'inquisition. La maison-mère aux États-Unis ne voyait pas d'un bon œil la création d'un centre d'inquisition pour les centres humanistes au Québec. Faut surtout pas diviser le Canada multiculturel, n'est-ce pas? La campagne contre la prière au Saguenay sera donc financée par le Center for Inquiry de la branche fédérale, Humanist Canada. Ce Center for Inquiry fédéral est sous la direction du neveu de Lorne Trotter. Lorne Trotter est le développeur de la fameuse carte graphique Millennium, qui fut très populaire pour sa grande qualité dans les années 80-90. Ce qui a fait de Trotter un homme très riche, mais il est surtout devenu très très riche grâce à un contrat tenu secret avec l'armée américaine. Impossible de savoir la nature de ce contrat. Or, Lorne Trotter a fait ses études secondaires au Baron Binns High School, en même temps qu'Evelyn Abitbol. Trotter est un nom écossais qui est d'origine française. Le trottier était celui qui livrait les messages à cheval. Dans les albums de classe de Baron Bing, son nom est bien Trotter. Mais sa fondation de charité au Québec, qu'il utilise pour financer des causes, se nomme Famille Trottier. Lorne Trotter a donné 100 000 $ pour l'Inquisition contre la prière au Saguenay. Il donne annuellement le même montant à l'hôpital juif de Montréal
et à l'hôpital public anglican de Montréal. 2 hôpitaux publics religieux dans lesquels on fait des prières avec des rabbins et on y porte des vêtements religieux. Trotter finance des hôpitaux publics juifs et anglicans à Montréal, mais finance des campagnes contre une petite prière le matin au conseil municipal de Saguenay. Hey, on va-tu se laisser niaiser comme ça longtemps encore? La deuxième campagne d'importance de la secte humaniste au Québec, de la juive Abitbol, est celle pour libérer de prison un blogueur libéral en Arabie saoudite. Oui, le blogueur libéral Raif Badawi se retrouve en prison pour avoir proposé à des internautes de Free Saudi Liberals, le parti libéral saoudien, un forum pour débattre des idées et des réformes susceptibles de faire changer le système saoudien actuel. En Arabie saoudite. Hey, en France, les organisations juives d'Abitbol font des procès à tous les mois contre des citoyens français qui critiquent les liens étroits entre cette secte et le gouvernement français. Il y a des Français emprisonnés pour les mêmes raisons que ce Raif Badawi en Arabie saoudite. Mais on fait ici, au Québec, des campagnes pour un Saoudien libéral. Depuis quand on est devenu plus saoudien que français? Et regardez, le PQ fait alliance avec le Parti libéral dans cette campagne pour un Saoudien libéral. La péquiste Agnès Maltais et la libérale Christine Saint-Pierre, militantes pour les organisations juives et leur secte humaniste. Agnès Maltais à 4 pattes pour un Saoudien. On l'a jamais vu à 4 pattes pour un Québécois. Et ils font même ces campagnes dans nos écoles pour endoctriner nos jeunes pendant qu'on est au travail. Vous ne voyez pas Evelyne Abitbol ici. C'est pourtant elle qui dirige cette campagne au Québec. Vous ne verrez jamais sa face dans les manifestations, et non plus dans les conférences de ces institutions. Elle et Yaakov de Broise restent toujours dans l'ombre. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les 2 partis. Si les Québécois voient leur face dans toutes ces campagnes, les Québécois vont comprendre que ce ne sont pas les partis qui organisent tout ça. Et ils voudront savoir qui ils sont. Ils jouent à faire croire qu'ils combattent les islamistes, pendant qu'ils font entrer au Québec 60 000 islamistes par année. Elles ne se montrent que pour faire semblant d'être au PQ et faire semblant d'être contre les libéraux. Souvenez? Voyons maintenant la liste des partenaires d'Evelyne Abitbol dans ses campagnes. La American Islamic Forum for Democracy. Zuhdi Jasser fait la promotion de la séparation de l'islam et de l'État, mais pas pour les autres églises et non plus pour l'État d'Israël. Havaz, le service des pétitions et d'activisme, créé par l'extrême gauche syndicale Antifa. À la direction d'Havaz, on retrouve Rickon Patel, juif, Eli Pariser, juif, Tom Perriello, du National Council of the Churches of Christ in the USA, pro-Israël. Jeremy Joshua Hymans, juif, cofondateur de Havaz avec son copain David Madden, qui travaille pour la Banque mondiale et l'ONU.
bien sûr le Center for Inquiry, de la branche américaine, bien sûr, Michael Dedora, qui a dû démissionner récemment de l'organisation car a défendu la Bible dans un cours de bio. C'est un enseignant. Il milite maintenant dans une organisation de défense des journalistes. Hillel Neuer, une maîtrise en Sciences Po de l'Université de Concordia, de McGill et de l'Université de Jérusalem. Eh bien, un grand défenseur de l'État juif d'Israël. Il est actif au sein de l'Institut canadien de recherche sur le judaïsme, une organisation de défense d'Israël. Des laïcs. Oui, des laïcs. Muslims for Progressive Values in America, dirigé par la chanteuse malaisienne Annie Zonneveld, qui milite pour un islam progressif, pro-LGBT et laïque. Mais elle est en faveur de l'État religieux d'Israël. Eh bien, quelle coïncidence! Daniel Baril, bien sûr, journaliste et anthropologue, conseil d'administration de l'Association humaniste du Québec, on le sait. Et bien sûr, le juif George Soros, par le biais d'Amnesty International. Et voilà. Voilà donc le portrait de la péquiste Evelyne Abitbol, la protégée de Jean-François Lisée, qui est en charge de cette partie du réseau qui a radicalisé Bissonnette. Dans la prochaine partie, nous allons visiter la section progressiste, pseudo-gauchiste de ce réseau, qui est rattachée à plusieurs blogueurs de Québécois Média, et dont Éric Yakov Debroise était en charge. Nous verrons les techniques de production de propagande par le mensonge et l'inversion des faits utilisées par Yakov Debroise pour endoctriner et radicaliser les blogueurs de Québécois et les étudiants de l'Université Laval, dont Alexandre Bissonnette. Nous verrons ensuite la création du réseau de la fausse droite qui sert essentiellement d'épouvantail sur lesquels les merdias peuvent s'attaquer comme des corbeaux pour faire croire aux épis de blé d'Inde dans le champ qu'ils ne seront pas mangés. Et enfin, pour terminer, un gros merci à l'excellent Bypass pour les extraits de ces deux chansons originales, Quelle existence, et J'essaie de me valoriser. S'il y a d'autres artistes québécois qui souhaitent me fournir des bouts de musique ou de chansons originales pour rehausser mes vidéos, en échange de promotion de leur talent bien sûr, gênez-vous pas pour me contacter sur Facebook et Mind. Sur ce, à la prochaine mes amis. Mon cher Todor, l'OTAN, c'est une très grosse organisation. Pour faire comparaison, utilisons une ville. L'OTAN, c'est la mairie. La plupart du temps, les villes engagent un contractuel qui, lui, embauche des employés qui ramassent les poubelles. Est-ce que ces ramasseurs de poubelles travaillent pour la ville? Non. Ils travaillent pour le contractuel qui les paye. Puis toi, Todor, mais vous faites la job de l'OTAN gratuitement. Tandis que le pseudo-sociologue Martin Geoffroy, pour faire ses colloques, est très bien payé par l'État du Québec, qui agit en contracteur pour l'OTAN. C'est l'OTAN qui place ses pions dans toutes les institutions d'enseignement, dans les 27 pays européens et les 2 pays nord-américains qui le composent. J'espère que j'ai pas besoin de te dire aussi le nom de ces 2 pays nord-américains, hein, Todor? C'est donc ce réseau d'endoctrinement de l'OTAN au Québec qu'on va maintenant regarder ensemble dans cette vidéo.
Pour bien le faire, je ne vais pas vous exposer tout le réseau de l'OTAN au Québec. Ce que je vais vous montrer, c'est comment il fonctionne. Car ainsi, vous saurez les reconnaître vous-même. Parce qu'eux autres, ils portent pas de symboles sur des t-shirts puis des casquettes. Puis ils font pas de parade. Un seul exemple suffit. Cet exemple, je l'ai découvert sur la page Facebook du conservateur Alain Reyes, un ancien de la CAQ, qui a partagé un petit documentaire vidéo sur Justin Trudeau, produit par le tout nouveau studio vidéo appelé 7 jours sur Terre, et qui est jumelé à la station radio Chiz de l'Université Laval de Québec, l'Université d'Alexandre Bissonnette. J'ai donc choisi mon exemple parmi les étudiants qui ont été sélectionnés pour collaborer à ce nouveau studio. Elle se nomme Ariane Caillé et elle est impliquée au Parti québécois depuis l'âge de 16 ans. Ça fait 5 ans qu'elle est dans l'aile jeunesse du PQ et elle en a été la présidente de 2015 à 2017. Donc, c'est une personne qui devrait avoir, en toute logique, un intérêt et des connaissances en politique plus importantes que la moyenne. En toute logique. Nous allons donc suivre ensemble le parcours d'Ariane Caillé grâce à ses commentaires sur sa page Facebook. Mais nous allons le faire à partir de la journée de l'attentat contre la Grande Mosquée de Québec. Et puis on va clore le tout par une présentation de ses coéquipiers de 7 jours sur Terre et une lecture des curriculums de leurs chaperons externes, qui guident tous leurs choix de sujets et qui les endoctrinent bien comme il faut. Voici donc, mes amis, Ariane au pays des merveilles. La fusillade à la mosquée de Sainte-Foy. Ariane écrit « J'ai pas de mots ». Une introduction ô combien pertinente, car en effet, elle a jamais les mots. Écoutez bien le niveau de conscience politique des ailes jeunesse des partis politiques au Québec. Je dis bien des partis politiques, car j'ai bien vérifié et c'est exactement la même vacuité politique dans toutes les ailes jeunesse des partis. Vous croyez qu'ils ont des discussions en profondeur, comme nous en avons, vous et moi, sur Facebook? Écoutez ça. C'est ça que ça donne des politiques xénophobes? Crise de haine. What the fuck? Débile d'extrême droite. Damn! 30 janvier 2017. Son commentaire. Sérieux? What the fuck? Ils ont manqué l'info que le tireur était tout ce qu'il y a de plus québécois canadien. Exact. Pour vrai, là. C'est dégueulasse ce qu'ils font. Ils auraient intérêt à regarder leur nombril 2 secondes. Ah, on comprend l'ignorance profonde d'Ariane maintenant. Pour bien s'informer, elle se regarde le nombril. Pourquoi c'est elle qui a été élue présidente? Parce qu'elle est la plus ignorante. 30 janvier. Les mots terrorisme et Québec, ensemble, ils résonnent encore. Ils vont résonner longtemps. Mais ceux qui dénoncent ne sont pas écoutés. Hey, la poète Ariane, c'est loin d'être le premier attentat terroriste au Québec. T'as déjà oublié celui des 14 femmes abattues par le misogyne Gamil Garbi? La suite de son poème. En se drapant d'être si accueillant, on a omis de condamner l'intolérable. Les petits commentaires. Aucune réflexion politique. C'est strictement un jugement moral envers tous les Québécois.
en leur attribuant à tous son propre narcissisme à elle et à l'ensemble des petits anges des ailes jeunesse de tous les partis. Ils sont tous endoctrinés à se croire des missionnaires d'un Occident moralement supérieur dont la mission est de sauver le reste du monde en leur apportant leur grande sagesse morale chez eux et en accueillant chez nous ceux qui n'ont plus la force de vivre l'enfer là-bas. Mais écoutons encore Sainte Ariane. Maintenant, ce qui compte, c'est la réaction, chère Ariane. Tu viens de dire que c'est notre faute. Et répondre à qui? C'est un Québécois qui a fait l'attentat. Ceux qui se sont pas posés de questions vont se répondre pour se juger eux-mêmes. C'est clair, Ariane souffre du même narcissisme que Bissonnette. Nos jeunes sont endoctrinés à adopter une attitude de supériorité morale sans discernement et sans même chercher à la justifier. J'exagère? Écoutez la suite. Et il ne faut pas attendre des directives ou d'apparitions quelconques. La réponse, elle viendra de chacun d'entre nous. Il faudra être alerte. Il faudra être unis. Comme vous, je sais plus trop quoi penser. Je sais plus trop où on s'en va. Mais on a une certitude, celle que l'amour trompe la haine. Elle avoue ne pas savoir quoi penser, ne pas savoir où elle s'en va, n'attend aucune directive, aucune apparition. La réponse viendra toute seule. Faut juste être alerte. Très alerte en effet, car elle dit qu'elle n'apparaîtra pas. Elle viendra sans être vue. Après avoir ainsi avoué que sa cervelle ne fonctionne plus, elle déclare avoir une certitude. L'amour trompe la haine. Dans son baragouin progressiste, il y a zéro réflexion rationnelle. C'est juste de l'émotionnel. La présidente de cette secte jeunesse a le quotient intellectuel d'un enfant de 10 ans. Et je le répète, elle a été sélectionnée précisément pour ça. Oui, c'est une attaque qui visait des gens à cause de leur religion, une foi venue de pays lointains. Ce n'est pas une raison pour nier que c'est un crime contre notre société, contre nos lois, contre nos concitoyens, contre nos frères. Merci, Claude. À ne jamais oublier le 29 janvier, comme tout le reste de l'année. Qui est Claude Villeneuve? Président de l'aile jeunesse du PQ de 2005 à 2006. Ah! Rédacteur de discours au cabinet de la première ministre Pauline Marois. Directeur des opinions pour toutes les plateformes du Journal de Montréal et du Journal de Québec depuis septembre 2014. On passe maintenant au 13 février. Le PQ laisse le champ libre à Québec solidaire. Oh, mon parti me rend bien fier par les temps qui courent. Mais Ariane reste dans l'émotionnel, moraliste et infantile. Tellement fier de ce geste honorable et généreux. Pourquoi cette division en deux parties alors? Le système politique en Occident est comparable à la course automobile. Tout comme cette compétition entre des fabricants de modèles de voitures, on parle en politique de course à la chefferie et de modèle d'idéologie politique. Les fabricants ont leurs écuries et leurs pilotes. Si les pilotes gagnent des courses, ils obtiennent des faveurs des commanditaires.
En politique, on les appelle des lobbies. Les fans des écuries sont dans les gradins autour de la piste, tandis que la population générale supporte le bruit. C'est une compétition féroce dans laquelle on garde bien secret les développements technologiques avantageux. Or, quel pilote va laisser un autre gagner pour se vanter d'être généreux? Le pauvre Lisée se dit que, s'il laisse passer devant lui celui derrière, ce dernier lui rendra la faveur au prochain virage. Par courtoisie. Hey, Lisée, c'est une course, pas un concours de bien-pensance. 14 février. Building a pipeline to your heart. C'est le NPD qui fait une publicité pour le pipeline albertain. Ariane n'est pas contente. How about no? 3 mots seulement. Elle pourrait pourtant parler du pétrole que le Québec importe du Royaume-Uni. Mais Ariane pense sûrement au serment de loyauté des ministres à Sa Majesté la Reine. 19 février. Les jeunes péquistes refusent de revenir à la charte des valeurs. Ah, Ariane dit, important, important. Encore une fois, ce n'est pas de la politique québécoise, mais des politiques internes au PQ. C'est la charte du PQ qu'on parle là. Ariane Caillé. Et on vient de battre l'application de la loi 101 au cégep aussi. Michael Saint-Louis, fâché, fait un commentaire. Alors vous êtes contre l'enseignement obligatoire en français au cégep? Ariane lui répond. Si tu veux le dire comme ça, oui. Par contre, la proposition principale suggère des examens de français dans les cégeps anglophones et la possibilité de faire une session dans un cégep francophone, et vice-versa. C'est pas mal plus intéressant qu'une mesure qui tord le bras des jeunes. On est contre le fait d'empêcher les gens de prendre la décision d'étudier dans la langue qu'ils veulent, rendue au collégial. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Que l'influence politique sur ces jeunes ne vient pas du parti auquel ils appartiennent, mais vient des institutions d'enseignement qu'ils fréquentent. Ce sont ces institutions qui imposent les politiques aux partis, car ce sont elles qui forment la génération suivante de politiciens. C'est donc la même politique pour tous les partis. C'est pourquoi la seule chose qui compte pour les partis, c'est de gagner la course. Pour le compte de l'écurie, des commanditaires et des fans dans les gradins, qui, eux, ont la tâche de convaincre la population générale à tous les 4 ans. 23 février. Gabriel Nadeau-Dubois entre en politique. Alors, Gabriel, est-ce qu'on va au PQ? Si t'es jeune, c'est ta place. Pays, 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 pays. Ariane rêve de le voir entrer au PQ. On reste dans la politique intérieure des partis. 28 février. L'Université de Montréal accordera des subventions aux étudiants étrangers issus des pays visés par l'interdiction d'entrée aux États-Unis pour leur permettre de participer à des conférences en Europe et ailleurs. Qu'est-ce qu'en dit Ariane? Voici un exemple de conséquences directes, ici même, des politiques rétrogrades de Donald Trump. Bravo à la FACUM et à l'Université de Montréal. On reste dans la politique étrangère encore. Ariane ne s'inquiète que pour les étrangers. Pourtant, 1er mars, même Facal évoque l'obsession de la course. Ariane. Parce que Joseph Facal pense sérieusement que les jeunes du PQ ne font de la politique que pour tasser les libéraux du pouvoir. Et encore, on reste dans la politique interne de parti. Mais cette fois, c'est précisément ce sujet que Joseph Facal aborde. Il reproche aux étudiants de ne s'occuper que de la course et pas de politique québécoise. Mais peut-on s'occuper de ce qu'on ne connaît même pas? Ariane répond à Facal. J'ajouterai que M. Facal se trompe drôlement dans son analyse, qu'il n'a repris que ce que les grands médias ont partagé, avant de mener à ses conclusions que les jeunes refusaient le retour à la charte de 2014 et la loi 101 au cégep, et qu'il restreint le débat sur la souveraineté à ces seules questions, alors que l'avenir du Québec est beaucoup plus complexe et nécessite qu'on le détaille sous tous ses angles, environnemental, économique, toutes. Mais non, parce qu'on est jeunes péquistes, on devrait être plus agressif sur la charte et la langue que nos aînés. Genre, Comment on en arrive à cette conclusion?
l'international, les immigrants, les genres, l'environnement, l'égalité des sexes, le racisme systémique. C'est clair, les jeunes sont entièrement sous l'influence de l'extrême gauche universitaire qu'on devra renommer totalitaire. Et les partis politiques n'ont plus aucune prise sur ces jeunes. Ces jeunes sont conditionnés à ne plus réfléchir localement. Le lapsus de Sainte Ariane parle de lui-même lorsqu'elle dit « Ils auraient intérêt à regarder leur nombril 2 secondes. » On leur met devant les yeux tous les problèmes du monde et toutes les solutions qu'ils ont la mission divine de leur apporter. Les problèmes sont ailleurs et eux, ces jeunes, sont privilégiés d'un monde meilleur, dont on leur dit qu'ils seront les ambassadeurs. C'est ainsi que ces jeunes, de ce qui se passe sous leur nez, ils n'en savent rien. 3 avril. Kate Ranada, un ambassadeur du Québec ignoré par les médias du Québec. Ariane, allez comprendre. Allez écouter ce qu'il fait, surtout. Un pauvre DJ a plus de succès en France qu'au Québec. Combien de DJs sont dans cette situation? Ariane ne le dit pas. Pourquoi lui, alors? Il est noir. Les Québécois sont racistes, c'est ça? Mais la blanche Ariane n'est pas comme les autres blancs. Elle a un amour et une morale impeccables. Elle rêve de ce DJ noir qui voit son message et fond en larmes. Non, les blancs ne sont pas tous méchants et racistes. Merci, bon Dieu, qui a Ariane. 18 avril. Un jeune libéral choisi pour affronter Gabriel Nadeau-Dubois d'Angouin. Commentaire d'Ariane. Quand un jeune décide de s'impliquer en politique, peu importe le parti, il ne faut pas le dénigrer. Il faut l'encourager. Jonathan, on a eu nos différends à l'occasion là, mais je te souhaite sincèrement bonne chance dans cette aventure. Ça fait du bien de voir la jeunesse prendre l'avenir du Québec en main. L'amour d'Ariane n'a pas de limite. Son chef a beau avoir fait des faveurs à son rival Nadeau-Dubois. Elle souhaite bonne chance au rival libéral de Nadeau-Dubois. Elle va même jusqu'à déclarer que c'est dans le Parti libéral qu'on peut prendre l'avenir du Québec en main. Pourquoi Ariane s'inquiète tant que ce jeune libéral subisse un dénigrement? Parce qu'il est noir. Quel serait donc l'avenir de ces jeunes noirs si cette blanche pas comme les autres n'existait pas? C'est toute l'Afrique qui crie ton nom, Ariane. « 28 avril. Trump encore. 7 mai. Comité national des jeunes du PQ. Commentaire d'Ariane. Aujourd'hui, un peu plus de 2 mois après la fin de mon mandat au Comité national des jeunes du PQ, j'ai été élu présidente de l'exécutif régional du Parti québécois de Chaudière-Appalaches. Un grand défi. La confiance me touche. C'est la première fois que j'occuperai un poste non réservé aux jeunes. Mais certainement pas la dernière. Au travail pour les régions. Enfin, Ariane n'est plus une enfant. Sur papier, bien sûr. Enfin, peut-être de la politique locale. 21 mai. Québec solidaire rejette l'alliance avec le PQ. Pas un mot d'Ariane. Est-ce qu'elle pense que Nadeau-Dubois aurait pas apprécié qu'elle supporte le candidat libéral contre lui? Ben voyons donc, un noir. Nadeau-Dubois est un progressiste, voyons. Le lendemain, elle trouve enfin le courage des mots. Commentaire d'Ariane. Hey, moi aussi, j'ai envie de vous parler de la décision que les membres de QS ont prise hier. D'abord, j'ai envie de vous parler de ce que j'ai lu depuis. GND n'a pas passé ses maths, que QS reste dans ses chimères, QS préfère les libéraux et ils veulent briser le PQ, mais aussi des péquistes qui se font traiter de tous les noms, principalement de racistes, durant des instances solidaires comme en dehors.
Ça vole pas haut, gang. De part et d'autre. Étonné? Non. Déçu? Oui. Probable que tout cela est illusoire depuis le début. Je suis de celles et de ceux qui, au PQ, ne veulent pas faire la guerre à QS. Et je continuerai à m'impliquer en ce sens comme plusieurs. On a la mauvaise foi facile. Je ne peux pas juger de la décision des membres de QS. C'est la leur. Mais elle est respectable. Ils ne prennent pas leurs décisions pour les libéraux. Et non, mais pour eux-mêmes, pour leurs idées, que ça plaise ou non. On pourra cependant juger le PQ et ses membres pour la façon dont ils réagiront et agiront à partir de maintenant. Faisons mentir tous ceux qui croient qu'il y aura un virage à droite, alors que notre chef nous assure tout le contraire depuis des mois. Faisons mentir tous ceux qui croient que nous ne savons pas où nous allons. Il est temps d'agir par nous-mêmes et d'offrir l'alternative progressiste et souverainiste aux libéraux. C'est notre rôle depuis le début. Il était temps qu'on le comprenne. Ça aura ça de bon. Pour Ariane, le PQ n'est pas encore assez progressiste. Il est encore trop raciste. Et donc pas assez pur pour QS. Pourquoi elle n'est pas chez QS? Parce qu'alors, elle n'aura plus personne à qui faire la morale. 28 mai. Élection d'Andrew Scheer à la tête du Parti conservateur du Canada. La peur de la droite. Toujours aucune discussion sur la politique québécoise. Ariane et ses amis ne sortent pas de la politique partisane. Sauf si c'est à l'international, ou si ça concerne les immigrants. 1er juin. Trump encore. 29 juillet. Ariane propose à ses amis des adresses pour plus d'actualité internationale. Oh, 21 août. La fameuse journée du 21 août 2017. La meute dans le garage. Ariane ne dit pas un mot sur les antifas et leur violence. Commentaire d'Ariane. Ouais ben, les filles qui se sont fait tatouer une patte de loup dans le bas du dos à 16 ans doivent commencer à le regretter. 21 septembre. International, le référendum inutile de Catalogne. 10 octobre, Catalogne encore. 22 octobre. Ah, c'est Alice au Pays des Merveilles. Commentaire d'Ariane. Sexe et politique ont toujours été liés. Quand le pouvoir s'ajoute à l'équation, on ne parle toutefois plus de séduction, mais d'agression. Pour Ariane, le pouvoir n'est qu'un ajout au sexe et à la politique. 27 octobre. Enfin un premier commentaire sur la politique québécoise. Elle défend le voile et elle ne voit pas l'urgence d'une laïcité. Même en politique québécoise, elle défend l'immigrant. Je vous laisse le lire. 27 novembre. Retour à Trump. Quel petit être. 2 novembre. Sur la violence sexuelle. 5 novembre. Élection de Valérie Plante, la mairesse progressiste authentique. On reste dans les courses. Et enfin, mes amis, nous arrivons à la fin de ce conte merveilleux du parcours d'Ariane au sein du PQ. Et maintenant, à sa sélection par des manipulateurs de l'OTAN, en raison de son grand talent à se tenir loin de la politique québécoise. 20 décembre. C'est un plaisir de me joindre à 7 jours sur Terre, dans le cadre de ce nouveau projet de blog. Une grande fierté de faire partie d'une équipe de collaborateurs internationaux, aux horizons, champs d'études et d'intérêts variés. J'y retrouverai également mon ex-homologue libéral, Jonathan. Je prendrai les fêtes pour m'inspirer et je vous reviens en 2018. Bon, quel portrait peut-on faire? Le même que je vous ai présenté au tout début. Ils sont tous endoctrinés à se croire des missionnaires, d'un Occident moralement supérieur, dont la mission est de sauver le reste du monde en leur apportant leur grande sagesse morale chez eux et en accueillant chez nous ceux qui n'ont plus la force de vivre l'enfer là-bas. Maintenant, je vous présente les cours résumés du reste de l'équipe de 7 jours sur Terre de l'Université Laval. Rose-Hélène Beauséjour, une des membres fondatrices.
Elle se penche sur ces phénomènes découlant des relations internationales, plus particulièrement les conflits mondiaux, les enjeux de l'immigration, mais surtout les gens qui sont les principaux acteurs de ces phénomènes. Charlotte Barry, s'intéressant à la politique, aux enjeux féministes, aux questions de genre, ainsi qu'à l'éducation, Charlotte est également coordonnatrice de la FEMUL, l'Association des féministes en mouvement de l'Université Laval. Ah ben tiens donc, quelle coïncidence! C'est le groupe féministe vers lequel Alexandre Bissonnette avait un lien j'aime sur son compte Facebook. Marc-André Bouvette, président du Comité national des jeunes du Parti québécois, le remplaçant d'Ariane. J'ai donc fait une petite recherche sur lui. Parmi ses amis Facebook, on retrouve Simon-Pierre Safard-Tremblay, le meilleur ami du meilleur ami d'Alexandre Bissonnette, ainsi que Jérôme Blanchet-Gravel, un des collaborateurs avec Savard-Tremblay de production de propagande anti-islamiste qui a servi à radicaliser Alexandre Bissonnette. On retrouve aussi dans sa liste d'amis le directeur de cette entreprise de radicalisation, Éric Yakov de Broise. Amandine Laneval. Les inégalités de genre, les violences basées sur le genre, la cause des réfugiés, l'éthique du développement international, ainsi que l'aide humanitaire. Jonathan Marleau, le petit doigt d'Ariane. En plus d'avoir fondé et présidé le Jeune Conseil de Québec, il a également été à la tête de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec, qui, sous sa présidence, a pris position sur des enjeux tels que l'économie collaborative et le racisme systémique. Président des jeunes libéraux du Parti libéral du Québec, Jonathan est un leader polyvalent et un véritable acteur de changement. C'est le petit noir d'Ariane, promoteur du racisme systémique contre les Québécois. On le voit ici avec Kathleen Well, une collaboratrice de la campagne de radicalisation dirigée par Éric Yakov de Broise, et Jérôme Blanchet-Gravel, par l'entremise de sa collaboratrice séfarade, Sonia Sarah Lipsick. Simon Pagé de Varennes, un des membres fondateurs. En participant activement à 7 jours sur Terre, Simon souhaite améliorer l'offre des nouvelles internationales pour le public québécois. C'est le commentateur. Kevin Paquette. Kevin est président de la commission de la relève de la Coalition Avenir Québec. Parti québécois, Parti libéral et la CAQ. Pas besoin de Québec solidaire. Ariane est là. Alors Ariane accepte de collaborer dans des projets avec la droite. Comment ça? Ben en fait, notre sainte Ariane a aussi les mêmes amis qui ont radicalisé Alexandre Bissonnette. Comment elle a dit ça déjà? Il ferait mieux de se regarder le nombril. Voyons maintenant les 3 chaperons de ces anges progressistes. Ce sont tous des étrangers. Eric Sandal, chef des opérations de l'OTAN pendant les invasions du Balkan, en Libye et en Irak. Faut que je te répète, Todor? Jonathan Wade, vétéran de l'Afghanistan au sein des forces armées canadiennes, comme les chefs de la meute. Hein, Todor? Jonathan est aujourd'hui blogueur au Conflict Observer et nouvellement analyste média pour le Centre sur la sécurité internationale, CSI. Il se spécialise sur la sécurité internationale, avec un accent sur le Canada et la Russie, et effectue actuellement un certificat en études russes à l'Université Laval. Marie Robin, effectuant présentement un Master de Human Rights and Humanitarian Action, des humanitaires comme Sainte-Ariane. À Sciences Po Paris, Marie est également assistante de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire, IRSME, ainsi qu'au Center for War Studies à Odense, au Danemark. Ses recherches portent principalement sur la place des discours émotifs dans la conduite de la guerre et la construction de normes.
Marianne va adorer. Marie porte un regard sur les actualités stratégiques, principalement dans le monde arabe. Bon, maintenant, je peux vous dévoiler le cœur du réseau de propagande anti-islam qui a servi à radicaliser le discours politique au Québec à des fins électoralistes et qui est donc en grande partie responsable de la radicalisation d'Alexandre Bissonnette. Voici donc les amis de Sainte-Ariane et de l'équipe 7 jours sur Terre. Alexandre Bissonnette a été introduit dans le réseau de radicalisation par son meilleur ami et même pratiquement son seul ami, Pascal Mercier-Lévesque. Ce Pascal Mercier-Lévesque est lui-même le meilleur ami du blogueur du Journal de Montréal, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Et ces deux amis sont amis et collaborateurs d'Éric Yaakov Debroise, qui est proche des organisations israéliennes spécialisées dans la propagande et la manipulation d'opinion. C'est Éric Debroise qui a organisé les marches anti-voile pour la Charte des valeurs du Parti québécois, ainsi que les manifestations anti-voile islamistes des Jeannettes. On comprend que Sainte-Ariane et ses amis sont pas très chauds à l'idée d'un retour de la Charte. C'est bien sûr le bon ami de Sainte-Ariane, Claude Villeneuve, qui en écrivait les discours. Mais c'est aussi Éric Debroise, avec le concours des organisations juives séfarades et même l'appui de la ministre juive de l'Immigration, Kathleen Whale, qui a été le directeur des publications de radicalisation anti-islam, qui ont influencé des milliers de Québécois comme Bissonnette. Ce serait trop long de faire le tour de tous ces livres et pamphlets anti-musulmans produits par l'équipe d'Éric Yaakov Debroise. On va se contenter sur l'ouvrage le plus important, car il est une collaboration de plusieurs auteurs, sous la direction de Debroise et Jérôme Blanchet-Gravel, et qu'il est celui qui donnera le ton et l'idéologie qui sera appliquée à tous les suivants. Son titre est simplement « L'islamophobie ». Pourquoi avoir produit un livre qui réunit les plus importants militants contre l'islam sous la direction de deux personnes? Pour pouvoir bien sûr unifier le message principal, c'est-à-dire imposer le discours commun. Ces auteurs auraient produit des conclusions différentes, car auraient trouvé des sources différentes. Il fallait donc éviter la recherche de sources sur l'essentiel du discours. C'est ce que Yaakov Debroise a fait. Nous allons donc regarder ensemble le discours imposé par Debroise sur les fondements de l'islamophobie. Voici ce qu'il dit. L'islamophobie n'existe pas. Depuis plus de 15 ans, les partisans de l'islamophobie sermonnent, claironnent et martèlent dans les médias l'existence de ce phénomène sans être capables de le qualifier ou même le clarifier. Dans l'ouvrage « L'islamophobie », le professeur d'université Claude Simard démontre preuve à l'appui la quasi-inexistence du terme avant le 11 septembre. N'y avait-il donc pas d'islamophobie avant l'attaque des Twin Towers en Occident? Tout aussi improbable qu'impossible. L'accusation d'islamophobie est une paresse intellectuelle. Elle ne permet pas de débusquer les mécanismes négatifs qui affectent une communauté plutôt qu'une autre. Pire, dans notre étude, la construction de l'islamité et l'intégration sociale des musulmans, selon la perspective des leaders musulmans au Québec. Le sociologue considère que l'islamophobie est devenue le porte-étendard des lobbies religieux et pour les politiques. Elle est devenue la quête des votes d'une communauté musulmane, considérée comme monolithique. Comme tout concept nouveau, l'islamophobie prête à controverse. Fin de citation. Donc, si on résume le discours de fond de ce livre collectif sur l'islamophobie, 1. Le terme islamophobie n'existe pas avant le 11 septembre 2001. 2. Il est inventé et utilisé après le 11 septembre 2001 par les leaders musulmans comme porte-étendard de leurs lobbies, comme moyen de pression sur les politiques. Et 3. Un concept nouveau par les leaders islamistes. Bon. Débutons par le point 1.
Le terme islamophobie n'existe pas avant le 11 septembre 2001. Les sources d'informations sur ce sujet sont énormes et très riches. Quelques clics sur Internet et on obtient tout. À moins bien sûr qu'on a un directeur qui nous dit avoir déjà ces infos. Et qu'il est inutile de chercher, n'est-ce pas? Le terme islamophobie existe depuis autour 1923. Il apparaît au milieu des conflits entre l'impérialisme britannique et les régions conquises de l'Empire ottoman. Le terme est utilisé exclusivement par les spécialistes des études sociales dans leurs rapports. Il n'est donc pas connu dans l'ensemble de la population. Mais il existe. C'est en 1996 que le terme devient un mot commun, utilisé par l'ensemble de la population, grâce à un rapport qui fut publié par les grands médias au Royaume-Uni. Et donc, l'affirmation que ce terme n'existe pas avant le 11 septembre 2001, et que donc cet événement en serait la cause, est faux. Le terme devient commun 5 ans plus tôt. Ce qui nous amène au point 2. 2. Il est inventé et utilisé après le 11 septembre 2001 par les leaders musulmans comme porte-étendard de leurs lobbies, comme moyen de pression sur les politiques. Faux! C'est en 1968 que le Royaume-Uni se prépare à adopter le multiculturalisme et à l'imposer à l'ensemble des pays de son Commonwealth, dont le Canada bien sûr. Vous pouvez consulter mes vidéos sur ce sujet, si ce n'est pas déjà fait. Pierre Elliott Trudeau l'impose la même année. Le Royaume-Uni demande donc à ses spécialistes propagandistes de préparer des programmes pour coordonner les rapports entre les chefs des races et l'État du Royaume. Rappelons qu'à cette époque, la population musulmane au Royaume-Uni n'était pas nombreuse et peu organisée. C'est la communauté juive qui se sentit en danger et trouva une main tendue chez la gauche socialiste. Un organisme de propagande ou think tank fut créé afin d'assurer que les intérêts des organisations juives soient bien représentés dans les études qui seront produites. Cet organisme est le Runnymede Trust. Runnymede fait référence à la Magna Carta, la Grande Charte, qui protégeait les droits des églises, entre autres, et qui fut signée en 1215 par le roi Jean. C'est donc une charte anti-laïcité. On comprend donc ce choix de nom de cet organisme. Les rapports de cet organisme sont facilement disponibles sur le net, depuis longtemps. Les 2 directeurs fondateurs sont Jim Rose et Anthony Lester, des Juifs bien sûr. Elliot Joseph Ben Rose, Jim, est un officier des services secrets de la Royal Air Force, devenu journaliste bien sûr chez Reuters. Anthony Lester est un avocat et politicien d'extrême gauche, membre de la Fabian Society, créé par les mêmes fondateurs de la Ligue des Nations, dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos. Dès le départ, le Runnymede Trust fait des campagnes pour l'égalité entre les races et propose des lois contre les discriminations religieuses, bien sûr. Les mêmes rengaines insipides qu'on a aujourd'hui. Ils n'étaient pas encore dans les niaiseries de genre à l'époque. Ils s'appelaient encore Monsieur et Madame. L'Église anglicane doit donc devenir une église comme les autres. De 1968 à 1992, les tensions montent entre les communautés. Et la Runnymede Trust met alors sur pied un comité spécial pour examiner l'antisémitisme au Royaume-Uni. Leur étude est publiée dans tous les médias en 1994 et s'intitule « Persistance et danger de l'antisémitisme ». En 1997, grâce au multiculturalisme, la communauté musulmane devient plus importante et surtout plus organisée pour faire face à ce multiculturalisme qui met les communautés en compétition. Le Runnymede Trust a bien compris que cette immigration islamiste deviendra une force électorale puissante et que mieux vaut s'allier avec cette force que de s'en faire un ennemi.
Le Runnymede Trust crée donc la Commission sur les musulmans britanniques et l'islamophobie. Avec le sous-titre « L'islamophobie, un défi pour nous tous ». La justification de l'utilisation de ce mot par ces directeurs juifs fut « La discrimination contre les musulmans a pris tant d'ampleur depuis les dernières années qu'un nouveau mot dans notre vocabulaire est nécessaire. » Ce qui nous mène au dernier point du juif Yaakov de Broise. 3. Un concept nouveau par les leaders islamistes. Ha, ha, ha! Faudrait être naïf comme une sainte Ariane pour croire que Éric Yaakov de Broise et la juive Kathleen Whale ne connaissent pas le Runnymede Trust. Même chose pour les leaders des communautés musulmanes. Ça prend 5 minutes pour s'informer sur l'origine et l'utilisation du mot islamophobie. Le réseau de radicalisation des leaders juifs, en collaboration avec les leaders musulmans au Québec, sont donc responsables de la radicalisation d'Alexandre Bissonnette et d'une grande partie des jeunes Québécois. Ceci inclut bien sûr la péteuse plus haut que le trou Sainte Ariane, qui dans sa liste d'amis a une bonne partie des membres de ce réseau de radicalisation. On y retrouve Simon-Pierre Savard-Tremblay, le blogueur du chef du PQ, PKP. Sa tâche était de faire la promotion du livre auprès des groupes de patriotes de droite identitaire par le truchement de son organisation Génération Nationale. On y retrouve les 2 directeurs de l'ouvrage collectif, Éric Yaakov de Broise et Jérôme Blanchet-Gravel, qui étaient aussi les 2 directeurs d'Aventis Conseil, auxquels Kathleen Whale collaborait. Aventis Conseil, c'était quoi? Ces 3 moineaux avaient figuré de pouvoir faire fortune en offrant un service de gestion des problèmes de radicalisation qu'ils allaient en fait eux-mêmes provoquer. Ils vont créer le problème, puis offrir le service de le régler. Service payant, bien sûr. Kathleen Whale, ministre de l'Immigration du PLQ, de son côté, utilisait l'argent public pour radicaliser les musulmans, avec des pamphlets publiés et distribués seulement aux immigrants. En voici un bon exemple. On y retrouve toutes les organisations racistes, composées d'immigrants sélectionnés par la ministre Whale. Ils sont regroupés en race, en religion ou en nationalité. Ils sont bien sûr subventionnés par la ministre Whale et par des pseudo-fondations de charité, créées par des familles protestantes et juives qui ont fait fortune sur le dos des Québécois après la conquête. Ces centaines de groupes racistes et religieux subventionnés forment la base électorale permanente du Parti libéral, qui assure ainsi juste assez de votes pour se faire réélire aux 4 ans. Prenons un exemple. Le Black Theatre Workshop, à Montréal, bien sûr. Vous voulez le nom en français? Oh, désolé, il n'y en a pas. Toute leur promotion, site web, subventionné par l'État québécois, unilingue anglais. Durant son mandat de ministre juive de l'immigration, Kathleen Whale a fait entrer une majorité d'immigrants anglais. Devant la grogne des Québécois et les sondages, le premier ministre Couillard a retiré Whale à l'immigration pour lui créer un poste sur mesure nommé ministre responsable des relations avec les Québécois de langue anglaise. Ainsi, il peut s'occuper de près des groupes racistes et religieux anglophones qu'elle a créés à Montréal en vue des élections d'octobre. Vous voulez faire du théâtre au Black Theatre Workshop? Désolé, faut être noir. C'est un théâtre qui pratique le racisme systémique. Un racisme systémique subventionné par l'État libéral. La termitus ne manquait aucune représentation. Oh, mais regardez, il y a une exception. Elle est blanche, celle-là. Sophie El Assad. Ah ben non, elle est immigrante d'un pays d'Afrique. Et certainement musulmane. Une exception. Ah, une autre blanche. Sûrement d'un pays africain, elle aussi. Michelle Soicher. Elle n'est pas immigrante. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Après une petite recherche, c'est dans un article de l'Université Concordia qu'on trouve la réponse. En avril 2014, Michelle
Michelle Seutcher, fut l'organisatrice d'une marche financée par les organisations juives, dont le but était de faire la promotion du comportement exemplaire d'Israël envers les minorités sexuelles. Encore ici, les organisations juives travaillent à la division du Québec en factions distinctes, sur base de race, religion ou identité sexuelle. Or, la marche fut annulée au beau milieu de la rue, lorsque tout ce beau monde s'aperçut que les réseaux sociaux s'enflammaient par des minorités sexuelles qui dénonçaient l'hypocrisie d'Israël, qui utilise cette technique pour se donner une fausse image et détourner l'attention de ses véritables politiques racistes. Et donc, qu'est-ce que cette blanche juive raciste fait au milieu de ce théâtre réservé aux Noirs? Elle est simplement une agente de Kathleen Whale, qui surveille le comportement de ces Noirs anglophones, exportés ici d'Israël, qui n'en veulent pas, et qui doivent voter Parti libéral et lécher les bottes des organisations juives s'ils veulent continuer à recevoir leurs subventions. Comme le Runnymede Trust au Royaume-Uni, ce sont les organisations juives qui ont mandat de gérer l'invasion multiculturelle en Occident. Ne croyez surtout pas que ça ne concerne que le PLQ. Le PQ a sa Kathleen Whale aussi. Elle s'appelle Evelyn Abitbol et elle surveille tous les pas de Jean-François Lisée. Le but est de détruire les institutions de la nation québécoise en leur imposant des règles de diversité dans l'emploi, c'est-à-dire obliger un quota d'embauche basé sur la race, religion, sexe, comme vous le voyez ici au CHU de Québec et que vous verrez chez toutes nos institutions. Tandis que les institutions des immigrants, même publiques, ne se voient pas imposer ces règles et embauchent sans problème sur la base de la race, religion ou sexe. Ils ont même leurs propres centres locaux de recherche d'emploi réservés à leur race. Tandis qu'un centre d'emploi pour les Québécois de souche serait attaqué par des manifestations organisées par les institutions juives au service d'Ottawa. Autrement dit, les groupes immigrants sont encouragés, la nation québécoise réprimée. C'est un génocide progressif. Un génocide progressiste. Québec solidaire y est complètement soumis. En passant, Sainte-Ariane, tu as aussi Gabriel Nadeau-Dubois dans ta liste d'amis. Il est aussi dans la petite liste des auteurs de la petite maison d'édition qui a publié cette propagande collective de radicalisation. Alors, mes chers compatriotes québécois, on se laisse mourir? Ou on se rassemble, puis on leur en fait voir de toutes les couleurs? Moi, je débute dès maintenant. Moi, Georges Tremblay, aussi appelé Guy George, j'accuse le premier ministre Philippe Couillard d'avoir entretenu le réseau de radicalisation qui est responsable de la radicalisation d'Alexandre Bissonnette, qui souffrait de problèmes mentaux, ainsi que d'avoir ensuite tenté de mettre le blâme sur l'ensemble des membres de la nation québécoise. J'accuse aussi l'ensemble des organisations juives et islamistes qui ont ainsi été toutes complices et donc responsables de l'endoctrinement d'Alexandre Bissonnette. Non, ce n'est pas Alexandre Bissonnette qui devrait être en prison. C'est vous, Philippe Couillard,